l'école polytechnique. De loin la plus prestigieuse école militaire française formant des ingénieurs, elle rime avec excellence, sélectivité, élitisme et a su marquer l'histoire à de très nombreuses reprises. Fondée 5 ans après la Révolution et située à Palaiseau, elle brille aujourd'hui à l'international et attire toujours plus de monde d'année en année. Son surnom, l'X, suscite un débat clivant quant à son origine. Il est dû soit au croisement des canons sur son blason, appuyant sur l'aspect militaire de l'école apporté par Napoléon, soit à l'importance qu'elle voue à l'analyse, branche primordiale des mathématiques dans laquelle cette lettre apparaît énormément, désignant en général une indéterminée. Intégrer cette école est le rêve de beaucoup de personnes. La concurrence est extrêmement rude et les places y sont précieuses. Pour y parvenir, il faut suivre un enseignement scientifique au lycée, de façon à ensuite être admis en classe préparatoire aux grandes écoles pour au minimum 2 ans. Ces 2 années, qui s'apparenteront à l'enfer pour certains, qui peuvent travailler jusqu'à 18 heures par jour, sont la clé pour se préparer au grand concours d'admission de Polytechnique, partiellement jumelé aujourd'hui avec le concours de Normal Sup. Les épreuves attendant les candidats sont réputées pour être redoutables, notamment l'épreuve spécifique à Polytechnique se prénommant Math B. Une épreuve de mathématiques étalée sur 4 heures, interminable, perturbante et très calculatoire, responsable chaque année de litres de sueur et de quantité de traumatisme. Elle vous demandera beaucoup d'intuition, de technique et surtout une logique imparable. Et alors attention, quand bien même vous faites partie de la faible proportion de personnes victorieuses aux écrits, ne vous réjouissez pas trop vite. C'est en pensant naïvement être sorti des enfers qu'on se rend compte qu'on est en plein milieu. Parce que votre victoire aux diaboliques écrits annonce une épreuve encore plus terrifiante, les oraux de l'X. Lorsque vous apprenez que vous êtes admissible, c'est un soulagement. Vous avez une émotion vive qui parcourt votre corps, mais ce bonheur éphémère laissera bientôt place à un état de stress considérable. D'ici 2 mois, vous allez affronter un jury impitoyable, le jury de Polytechnique. Et attention, il pourra vous attaquer sur n'importe quel aspect de cette noble discipline que Cédric Villani appelle la mathématique. Et vous pouvez me croire sur parole, le programme de Maths P est dense. Et dans l'optique d'être inattaquable, vous risquez de vous tourner vers le bachotage. Alors il s'agit d'une pratique de travail assez controversée, parce qu'en fait on se met à privilégier l'apprentissage à la compréhension profonde des concepts. Des candidats vont alors jusqu'à apprendre par cœur une myriade de méthodes ou d'exercices que l'on peut trouver dans Gourdon ou Cassini, le tout sans forcément comprendre ce qu'ils ingurgitent. Et dans la panique, je l'admets, c'est un réflexe qui est concevable. Vous avez un chrono au-dessus de votre tête et vous jugez qu'il vous fait défaut. Malheureusement, le bachotage représente un fléau pour les jurys de Polytechnique. Comme vous êtes supposé le savoir, quand vous passez aux oraux, ce n'est pas parce que vous réussissez un exercice que vous allez avoir systématiquement une bonne note. Et de la même manière, si vous ne résolvez pas un exercice, vous n'allez pas avoir systématiquement une mauvaise note. Parce qu'en fait, tout dépend de l'échange que vous allez avoir avec le jury et des contributions profondes que vous allez apporter. Et en particulier, si vous recrachez la correction d'un exercice sans en comprendre les arguments, sans en saisir pleinement le sens, et fatalement sans être capable d'expliquer les liens entre les arguments que vous avancez, mais il se trouve que vous êtes foutu, hein. Le jury n'est pas dupe, dès lors que ça arrive, vous allez être qualifié de bachoteur. Et comme vous vous en doutez, ce n'est certainement pas ce que le jury recherche. Les membres du jury, il faut savoir qu'ils sont là avant tout pour valoriser les prises d'initiative, et certainement pas la récitation de cours. L'important dans votre prestation, ce n'est pas le résultat, c'est le cheminement de pensée que vous proposez. Et au plus il est rationnel et contributeur à la résolution de l'exercice, au plus vous allez converger vers une bonne note. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Mais c'est parce que dans les années 80, au sein des classes de Maths P, il y a eu une montée fulgurante du nombre de bachoteurs. Voilà, les topins avaient pris goût de se partager la même littérature concernant l'intégration de l'X, et les jurys, vous vous en doutez bien, ils ont voulu stopper cette vague. Alors tout d'abord, ils ont commencé par jouer la fameuse carte de la déstabilisation. Déstabiliser l'étudiant, c'est un art malsain auquel les jurys des grandes écoles aiment parfois s'adonner. Il est déjà arrivé, par exemple, que le jury propose au candidat un sujet qui est impossible à traiter, en tout cas avec les outils disponibles en Maths P. L'intérêt étant de voir comment le candidat va réagir à une situation inattendue. S'il sait rebondir sur les questions du jury, tout ça dans le but d'évaluer uniquement sa capacité à réfléchir et non à régurgiter. Autre chose, il est déjà survenu en oral que le jury soit pervers au point de demander au candidat de démontrer quelque chose de faux. Tout ça pour voir combien de temps il met à se rendre compte de la supercherie, donc soit par l'absurde, soit par un contre-exemple pathologique, et ensuite qu'on lui demande quelle hypothèse on aurait pu rajouter pour que le théorème fonctionne, discuter un petit peu autour de ça, voir s'il n'y a pas des extensions possibles. Alors évidemment, ce sont des méthodes qui aujourd'hui ne se font quasiment plus, parce que ça suscitait pas mal la colère de la communauté, en particulier certains profs de spé qui râlaient vis-à-vis de ça, et comme ils ont vu que cette carte fonctionnait bien pour les bachoteurs, mais ils se sont dit, allez, on va pas y aller de main morte, on va piocher allègrement dans le hors-programme. Alors ils ont commencé doucement, si j'ose dire, en piochant des problèmes dans le très fameux Polyade Ségueux, donc c'était un recueil de problèmes d'analyse assez poussé, qui était assez méconnu de la communauté topinière de l'époque, donc déjà là, ça
grincer des dents au niveau du corps professoral. Et la goutte d'eau, mesdames et messieurs, survient en 1988, quand ils se sont dit « Oh mais attendez les gars, ils font une introduction à la théorie de Fourier en spé. Et si on récoltait quelques propriétés obscures contenues dans le traité d'Anthony Zygmund, et qu'on construisait des exos avec ça ?» Et alors là, c'était le déclenchement d'une guerre. Parce que le livre d'Anthony Zygmund que je viens de vous citer, il est purement à usage professionnel. C'est un livre écrit pour des mathématiciens qui dépasse largement, mais largement, le programme de spé. Ça n'a absolument aucun sens. Hein. C'est comme si je prenais des MPSI et que je leur disais... Bon, les petits gars, petite colle là sur les opérateurs auto-adjoints compacts d'un espace de Sobolev. Genre à quel moment tu considères que des gamins de 19 ans peuvent se taper autant de hors-programme? Ce n'est pas sain. Alors là, il y a une certitude, c'est que les seuls qui étaient à l'aise dans la salle, c'était le jury, hein. Ça y a pas de problème. Parce qu'à mon avis, cette année-là, il y a pas 5% des top 1 pour qui ça s'est bien passé. Et attends, parce que c'est pas fini. Il y a un autre problème qui est revenu souvent à travers les échos. Un grand nombre d'exercices d'analyse proposés demandaient nécessairement, pour leur résolution, pour traiter des problèmes de convergence, la transformation d'Abel. Sauf que c'était un résultat qui était complètement hors programme aussi, hein. Et donc voilà, c'est dans cet élan de colère que la revue de mathématiques spéciales a publié l'article intitulé d'Abel à Zygmund ou comment concocter un oral sans vraiment se fatiguer. Paru en janvier 1989, l'article décrit un ras-le-bol général de la part de tous les collaborateurs de la revue. Parce que tous ces exercices maudits qui ont été posés à Polytechnique aux oraux ont déclenché une irritation telle au point que des profs de classe étoilés ont trouvé que c'était inadmissible. Je pense notamment à Claude Deschamps qui s'occupait de la M'3 au lycée Louis-le-Grand à l'époque et qui était vraiment un professeur plus que remarquable. Et donc voilà, c'est dans ce contexte houleux qu'un tel article a vu le jour. Une grande diatribe écrite avec respect et style, déplorant de l'inflation déraisonnable qu'il y avait eu en termes de difficultés aux oraux. Alors la RMS, il faut savoir que ce n'est jamais des dramas, hein. C'est toujours soit des discussions autour des concours, soit l'approfondissement de théorèmes pour les plus curieux, et aussi une catégorie questions-réponses pour ceux qui sont abonnés. Il est extrêmement rare qu'un tel article voit le jour dans une telle revue, hein, il faut le savoir. C'est comme si le magazine Tangente se mettait à tacler Villani, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est pour vous dire à quel point le ras-le-bol il était conséquent, hein. Et donc ils auraient pu censurer les exercices les plus inadmissibles. Ils auraient pu les passer sous silence, qui tombent dans l'oubli. Sauf que ce qu'ils ont fait à la place, et ce qui à mon avis est un coup de génie, c'est qu'ils ont inauguré une nouvelle rubrique dans la revue, intitulée Enfer, qui recense quelques exercices du genre pour illustrer leurs propos, tout en se dédouanant évidemment de la mode du hors-programme qui commençait à rugir, et c'est la plus belle dissuasion qu'ils auraient pu faire. On verra après comment cela a affecté les futurs concours, et vous verrez qu'il y a eu un effet non négligeable. Mais avant tout, et dans l'optique de vous montrer à quel point c'est écrit avec style, j'aimerais vous lire un passage de la fin de l'article, dans lequel il faut un magnifique parallèle avec l'œuvre de Jules Verne intitulée De la Terre à la Lune. Jules Verne ouvre par la description d'une lutte particulièrement acharnée et suicidaire entre canons et cuirasses, montrant comment aux efforts acharnés des uns succédaient toujours de coûteuses répliques des autres. Devant les boulets de plus en plus pesants de quelques artilleurs agressifs, nous réagissions classiquement en alourdissant nos blindages, quitte à risquer de trébucher sous le poids. Donc comme vous avez dû le comprendre, il y a véritablement une volonté de faire prendre conscience, et il y a aussi un espoir qui est d'ailleurs souligné dans le post-scriptum de l'article, où on peut lire que l'école polytechnique va s'engager à poster des énoncés de concours comme ils ont été posés aux oraux, dans le but d'empêcher que cette inflation du hors-programme se propage jusqu'aux mines ou jusqu'à Centrale, donc c'est relativement de bon augure. Cependant, n'oublions pas que la rubrique Enfer a vu le jour pour une bonne raison, donc ce que je vous suggère, c'est qu'on y jette un œil. Le premier exercice proposé consiste à montrer qu'une suite de sous-espaces gamma 0, gamma 1 jusqu'à gamma r, de dimensions respectives 0, 1 jusqu'à r, de l'espace des endomorphismes d'un espace complexe de dimensions finies tel que le commutateur de U et V appartient à gamma i-1 pour tout UV de gamma i et pour tout i de 1r, est tel que les éléments de gamma r ont un vecteur propre commun. Voilà, alors je pense que de rares personnes ont reconnu le résultat, c'est le théorème de Lie, hein, un résultat de trigonalisabilité qui a des corollaires intéressants, dont une caractérisation des groupes résolubles avec ce que l'on appelle le critère de Cartan. Il est valable d'ailleurs sur n'importe quel corps de caractéristiques nulles, hein, ici on se met sur C. On pourrait se dire du coup que c'est un peu plus gentil, petite récurrence sur R, l'initialisation est évidente, mais l'hérédité est abjecte et demande d'être très calé en algèbre linéaire. Du moins si vous voulez pas faire une syncope sur le champ. Si vous êtes en MP ou en MP étoile et que vous êtes friand d'algèbre linéaire, de drapeaux, etc., tentez-le si vous voulez, il est hors de question que je me lance là-dedans. Alors imaginez-vous passer à l'oral là-dessus, mais quelle horreur! Le deuxième exercice vous lance vers les formes bilinéaires et vous demande de prouver que si vous prenez F, un endomorphisme de E, un espace pré-hilbertien réel, tel que vous avez l'inégalité suivante pour tout x de E, et tel que pour tout polynôme réel P, vous avez P de alpha bêta inclus dans R+, alors nécessairement, le produit scalaire de Pfx et x est positif. Bon alors quand vous êtes en dimension finie, ça peut éventuellement bien se régler si vous êtes bien éveillé. Par contre, quand vous passez en dimension infinie, j'espère que vous aimez l'orthogonalité, parce que ce n'est que ça. Et puis merde, à quoi il sert cet exo? Caractériser les endomorphismes polynomialement positifs? Non mais on invente des mots là, rien ne va plus. L'exercice 3, intéressant mais absolument pas proposable à un oral. Une fonction C infini de 0 pi dans R telle que ses dérivés à l'ordre pair s'annulent en 0 et en pi,
et tels que -1 puissance k facteur les dérivés à l'ordre pair sont positifs pour tout k, est positivement lié sur 0π à la fonction sinus. C'est-à-dire que ça s'écrit nécessairement lambda fois sinus avec lambda un réel positif. C'est quasiment que du Fourier, il faut une intuition assez colossale pour arriver jusqu'au bout. Je comprends toujours pas comment le jury s'est dit que c'était une bonne idée de poster ça. Exercice 4, équivalent en plus l'infini d'une intégrale à paramètres. Si y en a qui veulent vérifier l'équivalent, je vous le mets ici. C'est extrêmement tortueux et difficile de pas tomber dans un piège. Exercice 5, ah waouh, encore une intégrale à paramètres. Il faut justifier sa convergence uniforme. Un truc qui me fume, c'est que dans l'article de la revue, c'est écrit « Solution proposée par André Warusfeld », qui est un professeur de spé à Louis-le-Grand, enfin qui était en tout cas. Tenez-vous bien, d'après un manuscrit trouvé à Saragosse. Non mais vous êtes sérieux là? Pour montrer la convergence uniforme, je dois me taper une quête de RPG en fait, dans laquelle je dois trouver un parchemin dans une ville paumée d'Espagne. Donc c'est un changement de variable, puis ensuite découper l'intégrale en 3 avec une idée où il faut minimum 1000 de QI, pour finalement majorer chacune des 3 parties. C'est un truc que Jean Dieudonné, il adorait faire dans ses ouvrages, on appelle ça la méthode de la phase stationnaire, et avec ça vous pouvez montrer la convergence uniforme de quelques familles d'intégrales de ce genre. Autant vous dire que si vous l'avez jamais vu, votre tableau restera encore plus vierge qu'une nonne. Bon voilà, je pense qu'on a bien illustré avec le florilège d'exercices à quel point les euros de 1988 ont été une mascarade. Nous on va s'arrêter là, c'est donc la fin de la vidéo. Oh non! Alors je vous rassure, l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait beaucoup trop ubuesque comme dénouement. Après les péripéties, comme vous le savez, viennent la résolution. Et ça tombe bien, un an plus tard, la RMS décide de publier un nouvel article. Cette fois-ci intitulé « Soudain ». L'été dernier. Alors il résume dans un premier temps que la critique avait été prise très au sérieux par le directeur de l'école polytechnique, qui lui aussi avait répondu par lettre de façon un peu taquine le mois qui a suivi. L'observation principale, c'est qu'il y a eu le début d'un recalage. Le fameux recalage espéré pour garder un esprit sain dans les concours, et cela a permis également au directeur de clarifier que ce n'était pas tant la paresse des jurys, mais plutôt un malentendu. Parce qu'il se trouve que certains exercices qui sont posés aux oraux sont parfois très mal communiqués par les élèves qui les ont reçus, au point de parfois être méconnaissables. Et puis même le combat contre le bachotage, il demande d'être inventif, et parfois on peut être un petit peu maladroit. Mais quoi qu'il en soit, il y a une volonté commune d'anéantir cette pratique. Et savoir que la RMS et l'X sont sur la même longueur d'onde, c'est une magnifique conclusion. Il est jouissif d'avoir conservé cette complicité entre la RMS et la grande école qui est polytechnique. L'inverse aurait été dramatique, hein. Mais voilà, tout le monde a su faire la part des choses, et les oraux de l'été ont su reprendre une forme peu à peu convenable. J'aimerais conclure en vous parlant un petit peu du bachotage. Étant donné que certains passent les concours dans très peu de temps, la pression monte. Sachez qu'à l'écrit, généralement, c'est assez dur à détecter. En revanche, aux oraux, le jury saura si vous avez bachoté. Donc il faut vous mettre en tête que le bachotage, c'est un piège cognitif. Parce qu'à votre avis, quel est le mieux entre avoir beaucoup de connaissances mais superficielles, ou quelques connaissances mais très approfondies? C'est le même débat plus général que faut-il privilégier la qualité à la quantité, hein. En mathématiques, et d'après mon expérience, il est plus profitable de passer 20 heures sur 2 notions plutôt que 20 heures sur 8 notions. Les plus grandes prouesses que j'ai accomplies pendant ma scolarité, et Dieu sait qu'elles n'étaient pas si grandes, c'est quand j'ai pris le temps d'être curieux et d'approfondir les choses. A contrario, quand j'effleurais seulement des sujets en essayant de faire le plus d'exos possible le plus rapidement possible, bah ça conduisait à des aboutissements moyens, voire dramatiques, hein. Et l'avantage majeur de cette curiosité insatiable qui doit vous animer, c'est que ça verrouille des savoirs à long terme. Le bachotage, vous n'êtes pas sans savoir que si vous l'avez pratiqué un peu, 90% de ce que vous avez appris, en un mois, c'est disparu, hein. Alors que quand vous avez pris la peine d'asseoir solidement des acquis, en prenant le temps d'en saisir toute l'essence, que ce que vous ayez ingurgité fasse une certitude totale, mais là vous avez acquis des choses quasiment à vie. Et c'est là-dessus qu'il faut insister, et d'ailleurs je vais conclure avec une petite métaphore, en espérant que certains vont la retenir. Il vaut mieux que vous ayez des fondations solides à la façon de 2 gros piliers de marbre qui soutiennent toute la structure de votre connaissance, plutôt que d'avoir des pilotis tout tordus qui vont plier à la moindre intempérie. Et nous en avons terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais absolument vous illustrer cette anecdote intéressante concernant l'X. Vous pouvez pas me permettre de reparler de l'ENS encore une fois, ça aurait fait beaucoup, on m'aurait encore dit que je les sacralise, ce qui est foncièrement faux, hein, je raconte juste des histoires qui me tiennent à cœur et qui me touchent. Il est important de vous partager ce genre de choses dans la mesure où il y a des enseignements à tirer, selon moi. Et puis voilà, bah je crois qu'on est bon, hein. Ah oui non, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur l'histoire d'un prof de spé à Louis-le-Grand dont on a parlé au préalable, que j'ai trouvé saisissante. C'est celle de Claude Deschamps. Et il est possible que j'en fasse une vidéo un jour pour lui rendre hommage, parce que les anecdotes sont vraiment croustillantes à souhait. Si j'arrive éventuellement à contacter monsieur Hervé Cabla, qu'il a beaucoup connu, ça pourrait être pas mal, ou éventuellement d'autres personnes qui ont un lien de parenté avec lui. Quoi qu'il en soit, la vidéo est terminée, je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.